Israël qui multiplie les bombardements sur le sud du Liban jusqu'aux portes de Beyrouth. Ces dernières heures, l'armée israélienne a ciblé des sites de lancement de roquettes tournés vers Israël, des installations militaires et des dépôts d'armes, toutes dans les mains du Hezbollah, soutenu par l'Iran. Des opérations militaires qui ont fait des victimes parmi la population civile et au moins 50 000 Libanais ont fui pour trouver refuge en Syrie. Avant-hier, Michel Tabarot, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. Les États-Unis et la France appellent désormais à un cessez-le-feu face au risque d'escalade. Est-ce que c'est aussi la priorité pour vous dorénavant ? Écoutez, il faut quand même se souvenir de ce qu'est le Hezbollah. Je rappelle que le Hezbollah a tué 58 de nos parachutistes en 83. Je rappelle que le Hezbollah a fait énormément de victimes au Liban, en Syrie, en soutenant Bachar el-Assad, en Israël bien entendu, et que depuis le 7 octobre, ils ont déclaré dès le lendemain la guerre à Israël, en faisant en moins d'un an, en envoyant plus de 10 000 roquettes sur le nord d'Israël. Donc il y a une situation qu'il faut connaître et prendre en considération. Est mort. Maintenant, il y a un risque d'escalade. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République pour dire qu'il faut absolument arrêter et un cessez-le-feu ? Alors écoutez, il faut apaiser la situation et éviter qu'il y ait un embrasement dans cette région. Ça passe par un cessez-le-feu ? Mais ça passe aussi par un Hezbollah qui dépose les armes. Vous savez qu'ils ont un matériel, un arsenal militaire impressionnant. Et je crois qu'il est important aussi que les choses s'apaisent de ce côté-là pour pouvoir se remettre autour d'une table et dialoguer. Mais vous ne reprenez pas le terme cessez-le-feu ? Pas immédiatement. Je pense qu'il faut regarder de très près, bien entendu, protéger au maximum les populations civiles. Je rappelle que lorsque Israël bombarde, ils préviennent avant les civils pour leur dire qu'ils vont bombarder, qu'il faut être déplacés. Et vous parliez de déplacés libanais, et je suis de tout cœur avec le peuple libanais et contre le Hezbollah. Je rappelle que les Libanais sont à 70% contre le Hezbollah, mais vous avez plus de 60 000 Israéliens qui ont été déplacés aussi, justement, à cause de ces tirs permanents du Hezbollah. Donc, ce que j'ai entendu dans ce que vous dites, c'est le cessez-le-feu, mais pas maintenant. Mais pas à n'importe quel prix. Et pas maintenant, voilà, et pas maintenant, il faut qu'on avance un petit peu pour désarmer le Hezbollah et ensuite, bien entendu, se remettre autour de la table des négociations. La France et le Liban ont des relations historiques et très proches. Si la situation se présentait, et elle peut se présenter, de Libanais qui demandent le refuge en France, faudrait-il accorder le refuge aux Libanais en France ? Vous l'avez vous-même rappelé, il y a une très belle histoire entre la France et le Liban. Les liens sont très importants. La culture française est particulièrement appréciée au Liban. Je pense que si effectivement il y a des inquiétudes pour la sécurité d'abord des Français et des Franco-Libanais qui sont installés, mais aussi si la guerre dure et là si ça devient un vrai problème, il faudra qu'on soit à l'écoute bien entendu des Libanais pour pouvoir les accueillir. On l'a fait avec les Ukrainiens au moment de la guerre. Je pense qu'on peut le faire aussi avec les Libanais, en faisant toujours attention que des terroristes du Hezbollah ne soient pas dans ceux qui demanderaient éventuellement à venir dans notre pays. Je disais tout à l'heure, en ouvrant Dimanche en politique, que nous sommes dans un nouveau paysage politique. Il y a encore beaucoup de choses à régler, avec notamment le Rassemblement national qui attend en embuscade. Il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Nous avons juste le budget qui arrive. Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Le Premier ministre n'hésite pas à appeler directement Marine Le Pen pour tenter de faire retomber la pression. Quelques instants plus tard, Bercy publie en urgence un communiqué. Antoine Armand recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement. Ce sujet est clos. La réalité, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des forces politiques parce que dans la situation que nous vivons, ce qui prédomine, c'est le besoin d'écoute, de considération et bien sûr de travail. Alors depuis, Michel Barnier, le Premier ministre, a appelé Marine Le Pen pour lui dire que tous les députés seraient reçus dans les ministères, qu'ils soient RN ou autre chose. Marine Le Pen qui dit et redit, et on l'a vu là d'ailleurs, que le gouvernement, où siègent des Républicains, est sous surveillance du Rassemblement national. Vous qui venez des Républicains, ça vous gêne d'entendre ça ou pas ? Écoutez, moi ça me gêne de voir que le Rassemblement national n'a pas l'intention aujourd'hui de proposer des sujets pour nos concitoyens. On les a vus parler à la fois de dissolution. Ils annoncent donc mettre en œuvre tout un plan pour positionner des candidats pour la prochaine dissolution, donc qu'ils souhaitent voir d'ici un an.
ensuite se renseigner et appuyer sur le fait que les textes changent et qu'on fasse adopter la proportionnelle. Moi, je voudrais qu'on se mette tous autour de la table. La situation de la France est très grave aujourd'hui. Nos concitoyens attendent beaucoup de ce gouvernement qui est dans une situation complexe puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et j'aimerais que tous les groupes, avec beaucoup de sérieux, présentent un certain nombre de points, ce que nous avons fait avec le pacte législatif. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, le RN n'a que comme envie de faire tomber le gouvernement. Écoutez, à un moment donné, de toute façon, s'il décide de faire tomber le gouvernement, il faudra qu'il s'allie au nouveau Front populaire. Donc ce sera un geste fort. Est-ce que les Français ont envie du chaos? Est-ce qu'ils ont envie de voir tomber les gouvernements? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire pour le pays? C'est la question que je pose très largement. Et que vous posez particulièrement au RN, si j'entends. À toutes les familles politiques. Et particulièrement là. Parce que vous me parlez du RN, oui, mais à toutes les familles politiques, c'est important d'avoir aujourd'hui une position responsable. Donc à l'inverse, Michel Barnier a reconnu que sa situation est précaire, qu'il ne sait pas s'il peut tenir, parce qu'effectivement, il peut y avoir des alliances de circonstances pour mettre le gouvernement en minorité. À l'inverse, vous, les Républicains, le soutiendrez-vous jusqu'au bout? Écoutez, nous attendons avec impatience son arrivée mardi pour son discours de politique générale. Vous savez que nous avons poussé un certain nombre de sujets. Vous le savez, à la fois la sécurité, à la fois la lutte contre l'immigration illégale, à la fois le pouvoir d'achat pour nos concitoyens, le travail qui paye mieux que l'assistance, et puis aussi les dépenses publiques. D'entendre parler de beaucoup d'augmentation d'impôts nous inquiète. Vous le savez que c'est important pour nous que l'État fasse un gros effort. Ça, c'est des engagements que vous demandez. Donc ce sont les engagements que nous demandons, ce sont les engagements que nous espérons, et je sais que Michel Barnier est un homme d'abord de consensus, c'est un homme de dialogue, mais c'est un homme qui a une ligne et un cap politique. Qui rejoint vos propositions. Qui rejoint nos propositions, puisque nous sommes dans une famille. Voilà, c'est votre famille politique. Donc Absolument. je vous pose la question. Donc vous êtes prêt à le soutenir jusqu'au bout, pour qu'il tienne? Écoutez, nous sommes prêts à l'aider dans sa démarche. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec lui sur un certain nombre de textes. Nous sommes prêts à appuyer justement le gouvernement si nécessaire. Ensuite, vous le savez, il se retrouve dans un gouvernement où il n'a pas choisi, en tout cas, il n'a pas uniquement sa famille politique. Non, il y a aussi des macronistes. Donc il va être obligé de faire des concessions. C'est une cohabitation, non? C'est une cohabitation? Quelque part, ça ressemble un peu à une cohabitation. Donc on va voir comment tout ça s'articule. Mais une cohabitation à l'intérieur du gouvernement, ça c'est encore inédit. C'est inédit. De toute façon, ce que nous vivons en ce moment est totalement inédit dans la vie politique française. Est-ce que vous diriez même que c'est est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est la fin du macronisme quelque part? Écoutez, de toute façon, telle que la réforme a été faite en donnant simplement la possibilité aux candidats à l'élection présidentielle de se représenter, comme ça a été le cas pour Emmanuel Macron, et d'être élu 2 fois, naturellement, 2027, c'est la fin du macronisme. Après, aujourd'hui, on voit bien que certains en Macronie essaient de s'émanciper de la tutelle présidentielle. Ça, c'est, je dirais, plutôt leur démarche personnelle. Nous avons une famille politique avec la volonté de présenter un certain nombre de choses pour 2027. Vous, aujourd'hui, c'est la droite au pouvoir. Écoutez, j'espère en tout cas, les Français sont très largement à droite. Tous les éléments que j'évoquais avec vous, ce sont des sujets qui sont plébiscités par nos concitoyens. Donc, ce qui laisse entendre, que la ligne qui va être donnée, le cap, va probablement être apprécié par nos concitoyens. Alors, ça va dépendre de la déclaration de politique générale de Michel Barnier mardi. On va parler des impôts, parce que tout le monde attend le gouvernement là-dessus. Si Michel Barnier annonce une taxation des grandes entreprises, est-ce que vous continuez à le soutenir là-dessus? Écoutez, nous les nouveaux impôts, on peut les discuter, je ne dirais pas les accepter, les discuter qu'à condition qu'il y ait un plan d'économie très clair. On sait qu'on a aujourd'hui alors on va prendre l'ordre. D'abord, est-ce que... Non, l'ordre, c'est d'abord les dépenses. Bon, d'accord. C'est d'abord les économies. C'est d'abord de savoir très concrètement ce que le gouvernement va faire. Et ensuite, il y a eu d'ailleurs un article de Patrick Martin qui évoque ça très très bien, qui dit, écoutez, nous on est OK pour jouer le jeu à condition que... Et ça voudrait dire éventuellement une taxation des grandes entreprises. Mais pour ça, il faut se mettre autour de la table et voir quelles sont les pistes d'économie. Les Français n'accepteront pas autre chose. S'il y a des économies, la taxation des grandes entreprises, vous ne dites pas non? S'il y a des économies conséquentes dans différents points, et particulièrement la fraude sociale, l'AME, l'absentéisme, les jours de carence, tout un tas de sujets que nous avons évoqués depuis longtemps, puisque nous avons déjà présenté un contre-budget l'année dernière avec 25 milliards d'économies. Ensuite, la situation de la France est difficile. Donc s'il y a ça, vous êtes d'accord pour dire que la contrepartie, ça peut être la taxation des grandes entreprises? On le regardera de très près. Ce sera peut-être ça, absolument, ou ce sera peut-être une autre piste. Je vous rappelle simplement
simplement pour que nos concitoyens le sachent, nous sommes passés à 3 200 milliards de dettes et à un déficit de plus de 6%, et nous sommes rappelés à l'ordre par l'Europe. Donc nous avons une situation financière catastrophique. Parmi les ministres qui viennent de vos rangs, il y a la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle n'a pas démissionné de son poste. Est-ce qu'il faut qu'elle clarifie sa situation? Il faut qu'elle démissionne là? Elle prendra le temps qu'elle souhaite, parce qu'il y a des délais. Non, mais il y a des délais qui seront prévus pour qu'il y ait une démission. Je vous rappelle que la nomination de membres au gouvernement fait bien qu'il y a ensuite des suppléants qui viennent siéger à l'Assemblée. Donc il y a un petit calendrier à respecter pour que les forces soient respectées. Cependant, c'est un poste qu'il va falloir remplacer. Annie Genevard, elle va certainement quitter de toute façon. Oui, non, mais elle quittera. Pour vous, alors pour vous, la vice-présidence qu'elle occupe, est-ce que ça doit rester aux Républicains? Écoutez, je pense que c'est ce qui s'est passé en début de mandat, et nous aurons nos candidats, enfin en tout cas notre candidat. Rester aux Républicains? Oui, nous souhaitons qu'elle reste aux Républicains. Parce que par ailleurs, le Rassemblement national n'a plus de représentants à l'Assemblée nationale. Alors, il l'a un petit peu cherché, Monsieur Letellier. Lorsque vous avez eu l'élection et qu'au premier tour, le Rassemblement national a fait élire deux vice-présidentes LFI, et pour ensuite se victimiser, il est rentré dans une démarche où il a souhaité jouer un petit peu la politique du pire. Donc pour se faire passer un petit peu en victime, ce que je regrette, moi je souhaite que tous les groupes de l'Assemblée nationale aient la possibilité de s'exprimer dans différentes fonctions. C'est important. Il y a des élections. Soit au bureau de l'Assemblée nationale, que le RN soit au bureau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la gauche qui est majoritaire, et je dirais l'extrême gauche, puisque c'est LFI qui mène la danse, est majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que dans le cas de difficultés avec la présidente, comme on a pu le connaître pendant le précédent mandat, et avec des clashs éventuellement à l'Assemblée, il n'y a plus de possibilité de les sanctionner. Vous dites que les RN doivent être au bureau de l'Assemblée nationale. Je dis simplement que les RN doivent avoir des responsabilités au sein. Vous savez, il y a énormément de choses. Il y a des présidences de commission, il y a des délégations, il y a tout un tas de choses. Ils ne doivent pas être exclus. Mais ils ont choisi une démarche au début de cette mandature où ils ont préféré faire élire deux LFI. Oui, mais pour ça, pour qu'ils aient des responsabilités à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils soient soutenus par d'autres. Donc vous êtes prête à donner votre voix à un représentant RN? Pas sur la vice-présidence, puisque nous allons soutenir notre candidat. Mais s'il y a d'autres postes qui se libèrent, on envisagera pour que tout le monde soit représenté, tous les groupes. Et je pense que c'est une excellente chose, respectueux du vote des Français. Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, est avec nous aujourd'hui pour sa carte blanche. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Bonjour Michel Tabarot. Alors on parlait justement de votre formation politique, les LR, les Républicains, qui a connu ces derniers mois beaucoup de soubresauts. Éric Ciotti va partir après-demain. Est-ce qu'il va laisser un vide ? Écoutez, je suis ravie qu'il parte. Oui, donc pas de vide. Pas de vide, voilà. Je pense que c'est important qu'il parte parce qu'il a laissé un trouble. Les électeurs étaient un petit peu perdus après la dissolution, au moment du vote, 3 semaines après, puisqu'ils ne savaient pas si c'était lui qui présidait notre famille politique ou donc si... Là, Donc les choses seront clarifiées. Et alors, il a choisi un engagement. Alors, nous allons, une fois qu'il sera parti, réunir le bureau politique. C'est ce que nous n'avons pas pu faire depuis malheureusement des mois, nous mettre autour de la table et voir comment nous reconstruisons cette famille politique. Est-ce que par exemple une personnalité comme Laurent Wauquiez, qui est déjà président du groupe des députés à l'Assemblée nationale, pourrait être cette personne? Écoutez, pour le moment, Laurent Wauquiez n'a pas fait acte de candidature. Il attend, comme nous tous, de nous retrouver autour de la table, de discuter ensemble. Cumuler les deux? Écoutez, si c'est son choix, ça pose, je pense, pas de problème particulier. S'il ne fait pas son choix, il y aura peut-être d'autres candidats. On a la possibilité avec nos statuts d'avoir des démarches très démocratiques. Donc c'est ce qu'on évoquera. Il y aura une élection et on verra. Voilà. Je m'en réjouis. Vous n'êtes pas candidate à la présidence de LR? Écoutez, non. Moi, j'aime bien la démarche collective, donc je ne suis pas candidate. Alors Laurent Wauquiez, précisément, a expliqué qu'il était pour allonger la durée de rétention des étrangers clandestins dangereux de 90 jours aujourd'hui, peut-être à 135. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Ça, j'en doute pas. Mais en revanche, il va falloir le faire passer à l'Assemblée nationale. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes 47 députés. Est-ce que vous allez chercher plutôt du côté des macronistes
ou du côté du Rassemblement national? Alors premièrement, il y a deux options pour ce texte. Nous travaillons sur une PPL en rappelant que nous souhaitons proposition de loi une proposition de loi absolument que nous pouvons passer de 90 jours à 135 jours, ce qui est notre souhait, et à 220 jours dans des cas exceptionnels. Il va falloir recréer des centres de rétention administrative parce que là, il n'y aura pas assez de place. De toute façon, malheureusement, on manque de place en centre de rétention et on manque de place de prison. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement mettre en œuvre parce que c'est un besoin. En dehors de ça, nous avons deux options, soit une niche parlementaire, donc des républicains, enfin de la droite républicaine. Un moment dédié, vous pourrez proposer comme vous voulez vos lois. Soit un amendement, ou en tout cas un travail main dans la main avec le gouvernement si un texte Alors justement, vous en parliez tout à l'heure en disant que l'AME, l'aide médicale d'État, vous souhaitez sa suppression. On a entendu le ministre de l'Intérieur, qui vient de votre parti LR, dire il faut renverser la table. Ça veut dire quoi, renverser la table sur l'immigration? Écoutez, sur l'immigration, nous avions, il y avait un texte qui avait été proposé par Gérald Darmanin et le Sénat avait énormément fait évoluer ce texte qui a le Conseil constitutionnel a dit voté à l'Assemblée, mais le Conseil constitutionnel, sur des questions de forme, a refusé, donc c'est avec des cavaliers, ce qu'ils appellent les cavaliers législatifs, a refusé un certain nombre de mesures. Une nouvelle loi immigration. Donc soit une nouvelle loi immigration, soit s'il a le pouvoir réglementaire, eh bien de pouvoir le faire. Mais quoi qu'il en soit, nous avions beaucoup travaillé sur ces sujets et le Sénat, c'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau est très en pointe sur cette thématique-là, pour que les choses évoluent. Les Français ont besoin. Mais renverser la table, ça veut dire quoi? Les Français ont besoin de savoir que l'immigration est contrôlée dans notre pays. Non, nous sommes favorables à des quotas migratoires. Il faut gérer notre immigration. Nous sommes favorables à une externalisation des demandes, des droits d'asile. Nous sommes favorables à un certain nombre de points qui avaient été évoqués dans le cadre de ce texte et qui malheureusement donc ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Merci Laurence. Hier, dans plusieurs villes ont eu lieu des rassemblements en mémoire de Philippine, cette jeune fille assassinée justement par un Marocain qui devait quitter le territoire français, auxquels se sont greffés, vous allez le voir avec des images à Bordeaux, des militants d'extrême droite, vous allez le voir. Voilà ça par exemple. Est-ce que cette récupération politique, même plus que ça j'allais dire, vous choque ? Écoutez, il y a eu des récupérations, si on peut les appeler comme ça, de part et d'autre, parce que moi j'ai en tête... Mais celle-là particulièrement, je vous demande pour celle-là. Non, mais moi je vais vous en donner une autre, des militants d'extrême gauche qui ont été retirés le portrait de Philippine dans des facs. Je trouve ça inadmissible. Mais sur celle-là mais sur celle-là, écoutez, moi ce que je peux vous dire, enfin celle-ci je la connais pas particulièrement. C'est une photo d'hier, Bordeaux. Photo d'hier, Bordeaux. Moi je vous dirais simplement qu'on a un problème en France et qu'il faut le régler. Alors on n'est pas au moment de la récupération politique, on a intérêt d'unir toutes les forces pour régler nos problèmes et surtout qu'il n'y ait pas cette agressivité. Enfin, lorsque je vois ce qui est en train de se passer dans nos facultés en France, où on va arracher la photo d'une jeune fille qui a été tuée, une jeune fille de 19 ans de façon barbare, c'est une insulte à sa famille et c'est une insulte au peuple français. Une dernière question. Depuis un mois, il y a le procès des viols dont a été victime Gisèle Pelicot qui fait débat et met au jour bien des tabous. Gisèle Pelicot a voulu que son procès soit public, en partie. La trouvez-vous courageuse? Est-ce que c'est un exemple pour vous? C'est une femme très courageuse, après ce qu'elle a vécu, après le drame qu'elle a vécu, parce que se rendre compte à quel point son mari a été odieux et il mérite des sanctions et des sanctions très fortes. Elle a eu le courage d'affronter tous ces violeurs. Et donc je lui rends hommage et je l'admire par sa démarche courageuse. La justice Didier Migaud a dit qu'il va falloir réfléchir à introduire le consentement dans les affaires de viol dans la loi. Vous y êtes favorable? Alors, je voudrais vous rappeler que le président de la République l'avait proposé le 8 mars, au moment de la journée de la femme, que c'est une directive européenne, que certains pays l'ont déjà adoptée. Moi, je souhaiterais, premièrement, qu'on se rapproche de ces pays pour savoir véritablement s'il y a des failles juridiques ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on n'affaiblisse pas le texte sur le viol. Les éléments qui sont sur le viol aujourd'hui... Pour l'instant, vous dites pas consentement, oui, il faut le mettre dans la loi. Je veux simplement avoir l'avis de juristes et je veux simplement qu'on s'inspire de ce qui a été fait dans les autres pays. Et surtout, je le rappelle, une mission d'information avait été lancée à l'Assemblée nationale. Elle a été stoppée par la dissolution. Qu'on la remette en place pour pouvoir étudier ça. Merci Michel Tabarot d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique.